Merci Eric pour l'introduction, merci au professeur Blum et à Marc Zins pour l'invitation. Donc effectivement, on reste dans le domaine de la radiologie interventionnelle et je vais essayer de couvrir ce qu'on n'a pas fait ou que partiellement pour l'instant, qui est la relation qu'on a entre le radiologue interventionnel et son patient. On va voir, c'est beaucoup moins technique, beaucoup moins technologique, mais c'est tout aussi important, voire plus important pour le développement de notre spécialité. Et donc je vais essayer de vous partager un petit peu la philosophie qu'on a à Gustave Roussy. Donc vous allez voir, c'est très oncologique, mais ça s'applique à tous les domaines de la radiologie interventionnelle. Donc, dans un monde où maintenant la consultation, la relation avec le malade est durement mise en cause, hein, vous avez tous vu ça, enfin un arrêt de travail, vous vous connectez sur Internet et on vous l'envoie par PDF, on pense quand même que c'est assez important de continuer à avoir cette relation avec le patient, de pouvoir partager, de pouvoir lui expliquer, de pouvoir passer les messages et se mettre d'accord sur ce qu'on va lui faire. Et donc, quand on parle de garantie de la meilleure qualité en termes de technologie, en termes de technique, en termes de données, on a vu hier la qualité de données, l'éthique, on se pose beaucoup de questions sur des choses qui en fait sont assez faciles à standardiser et à mesurer la qualité, mais on ne se pose pas de questions sur des choses, enfin, ou beaucoup moins sur des choses assez importantes que sont la qualité relationnelle. Donc on a l'impression que c'est fait un peu au feeling de chacun, avec les habitudes, avec ce qu'on a vu faire, et ce n'est pas toujours la meilleure façon. Et donc, quand vous êtes le radiologue interventionnel, le petit bonhomme tout en bas à gauche, vous vous retrouvez face à vos patients qui peuvent être très différents, hein. Vous n'allez pas parler pareil, échanger pareil avec le patient de 75 ans à qui vous allez faire une échochirurgie d'un petit canal carpien qui globalement va bien se passer, ou à l'enfant qui est accompagné de ses parents à qui vous allez faire de multiples radiofréquences de métastases pulmonaires d'un hépatoblastome, ou du patient qui s'est fait une fracture du bassin post-traumatique. Donc le contexte peut être très différent. Cependant, il y a des règles qui sont les mêmes, qui doivent être appliquées partout, et la relation avec le malade, ça s'apprend. Et donc c'est tout ce que essaie de partager Pascal et a partagé avec nous. Il y a des mesures pour qu'on apprenne à échanger, à partager, à délivrer une information. Et donc on a de la chance parce que maintenant le CERF, la SFR, et tout le monde, enfin toute la communauté de radiologie et de radiologie interventionnelle essaie de s'en occuper. Donc il y a une journée d'enseignement national qui est basée sur ça, hein, sur la relation avec le patient et entre les professionnels eux-mêmes, avec un volet de radiologie interventionnelle. C'est un jour où vous avez tous les anges internes qui arrivent et on fait des topos toute la journée sur ça. Ils voient des consultations simulées, des entretiens filmés, qui est très instructif. Et nous, on a la chance en Île-de-France d'avoir des sessions de simulation. Donc on a tous nos internes de radiologie interventionnelle, ils ont 6 sessions par an, qui sont sur les phases socles et sur les phases avancées. Et une de ces sessions est dédiée à la relation qu'on a avec le patient, à faire de la consultation, à délivrer de l'information. C'est sous l'impulsion d'Antoine Feydi, et on le remercie pour ça. Et effectivement, tout ce qu'a dit Pascal tout à l'heure est vrai. Il y a des moyens à mettre en œuvre. Les apprenants, ils sont souvent nombreux, donc il faut avoir beaucoup de formateurs. Donc nous, on limite ça à des petits groupes. On a 12 apprenants, on est 6 formateurs minimum, voire plus. On a la chance d'avoir une actrice professionnelle ou des acteurs professionnels qui participent pour faire ces consultations. On écrit des scénarios avant, avec un pré-briefing, une consultation, un post-briefing, un débriefing. Et on a même la chance d'avoir la juriste de la PHP qui vient faire une présentation sur l'aspect médico-légal de cette relation. Donc, il y a plein d'outils. Et ça, par exemple, vous avez un exemple d'un Serious Game. Il y a plein de choses qui peuvent vous enseigner cette relation, cette consultation, comment vous devez partager avec le patient. Et très schématiquement, il y a plein de littérature, je vous l'ai épargné, mais il y a quelques grandes règles. Et vous voyez, quand vous êtes lors d'une consultation où vous voulez transmettre une information à un patient, il y a une espèce d'équilibre de contrôle entre qui a le contrôle entre le médecin et le patient. Et on verra que cette relation un peu paternaliste où vous dites au patient bah, « je sais ce qu'il vous faut, c'est ça qui est bien pour vous », c'est que c'est le médecin qui a le contrôle, le patient subit un petit peu. Et on en a vu, on a parlé tout à l'heure, probablement la situation idéale, c'est quand vous êtes assez sûr de ce que vous proposez à votre patient, ça a été discuté en RCP, vous avez des règles, des standards, donc vous lui faites une proposition, vous donnez suffisamment d'informations pour que le patient adhère, et
partage de la vie, ou voire vous ajuster en fonction de ses croyances, de ce qu'il en pense, de son vécu, pour arriver à la situation de ce qu'on appelle décision partagée. Après, il y a l'autre versant où le médecin n'est pas sûr de lui, où on est exposé à de l'indécision, du consumérisme médical. Donc, il y a des règles, et ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Donc, j'ai fait un exercice assez simple. Hein. Pour ceux qui connaissent Guéry, ils comprennent. Les autres, je vais vous donner les quelques règles. En pratique, j'ai posté, c'est un groupe WhatsApp, il y a 250 radiologues interventionnels à travers la France, et j'ai mis, si je vous dis radiologie interventionnelle et consultation, à quoi vous pensez ? Je vous épargne les 250 réponses, j'ai mis les quelques-unes que je considère importantes, mais il y a quand même des choses qui ressortent. Vous voyez, d'une part, vous avez l'information que vous devez délivrer au patient, la confiance qu'il va avoir au geste que vous allez faire. La deuxième partie, c'est le côté un peu médico-légal, un peu structuré, un peu obligatoire. Vous avez bien sûr l'amélioration et la qualité des soins que vous allez proposer. Et tout le monde pense que la consultation et l'échange avec le patient permettent d'améliorer cette qualité de soins. Il y a le côté un peu visibilité vis-à-vis du monde extérieur, l'implication, le professionnalisme, que la spécialité soit reconnue en tant que telle, qu'on soit connu et reconnu comme des thérapeutes. Vous avez des gens un peu plus pratiques, hein, le dépassement d'honoraires, enfin bref. Et vous avez quelque chose qui est important aussi, qui est le retour d'expérience, le suivi des patients et comment ça améliore notre propre pratique. Et donc, parmi toutes les réponses, j'en ai gardé 3 qui me paraissent un peu plus originales et probablement importantes et que nous, on essaie de mettre en œuvre. Et c'est les 3 que je vous ai mis en rouge. La première, c'est de discuter les alternatives. Quand vous voyez un patient, c'est super de lui dire ce que vous allez lui faire. C'est encore mieux si vous lui dites ce que vous allez lui faire, mais quelles sont les autres options thérapeutiques. Une alternative très classique, c'est qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas. Donc nous, on a une phrase qui est assez classique, hein, j'explique au patient les avantages et les risques de l'intervention, qui comprend tout à fait et accepte. Il y a ça dans tous nos comptes rendus, c'est une jolie phrase, mais malgré tout, ce qui est important, c'est vous lui expliquer ce que vous allez lui faire et qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas. Ça aussi, c'est important, ça fait partie de votre choix médical. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est le retour d'expérience, le fait de suivre les patients. Si vous faites une intervention et après vous ne savez pas ce qui s'est passé, si vous faites 1000 biopsies par an et elles sont toutes négatives, si vous n'avez pas la réponse de l'anapathe, vous améliorerez jamais, vous ferez toujours pareil, vous dites je suis le meilleur, j'en fais 1000 par an, mais au final ça ne sert à rien. Et le dernier élément qui me semble un petit peu important, c'est très technique, hein, c'est le schéma. Vous allez voir, les chirurgiens, ils adorent donner des schémas préfaits. Nous, on adore faire des schémas avec le patient. Ça permet de suivre une consultation, d'expliquer comment ça se passe, et que le patient, après, il peut se retracer la consultation et partager ce que vous lui avez dit pour garder et se poser les questions s'il en a. Donc, dans les 10 minutes qui restent, les 8 minutes qui restent, je vais essayer, on va faire un cas pratique, on va se mettre à la place du patient et voir qu'est-ce qu'il en attend pour essayer de voir est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on ne fait pas bien. Et donc, le parcours d'un patient à qui on fait une annonce d'un diagnostic, moi, on pense très cancer, mais ça vaut pour plein de choses, il doit suivre tout ce parcours qui parfois est compliqué et semé d'embûches. Et vous allez voir, à toutes les étapes, on peut faire mal en termes de relation avec le patient. Donc, je vais prendre un exemple très simple, je vais caricaturer un peu, mais ce n'est pas complètement faux. Donc, vous allez voir, vous êtes un homme de 75 ans, pas trop mal, OMS 0,1, un peu en surpoids, vous fumez un peu, un diabète, mais pas besoin d'insuline. Vous êtes sous anticoagulant pour une vague notion d'arythmie cardiaque. Mal au dos, on vous envoie faire un scanner dans le coin au cabinet du coin et le radiologue, il tombe sur ça. Première étape, toujours traumatisante. Votre radiologue qui, comme on a vu, il a l'intelligence artificielle, tous les logiciels pour avoir un workflow qui va vite, qui va bien. Donc, dans ces 80 scanners, il faut qu'il prenne 3 minutes pour dire au patient, écoutez, vous avez mal au dos, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est probablement tumoral et il faudra peut-être aller plus loin. Donc ça, c'est un événement qui est un peu traumatisant. Vous croisez quelqu'un que vous n'avez jamais vu qui va vous dire qu'il y a 30 secondes à vous accorder, quand ça se passe bien, pour vous dire que globalement, vous avez un cancer du rein. Qui va vous dire il faut aller voir un spécialiste, un urologue ou votre médecin généraliste qui va vous mettre dans un circuit pour avancer. Donc vous attendez patiemment un quart d'heure, 20 minutes,
pour qu'il vous adresse vers quelqu'un, puis vous avez un rendez-vous 15 jours, 3 semaines plus tard, en sachant que vous avez quelque chose dans le rein qui n'est pas forcément très bon, et vous avez le rendez-vous à votre urologue, que vous ne connaissez pas non plus, que vous allez découvrir, qui vous dit, écoutez, vous n'êtes pas hyper en forme, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de vous, et retournez voir le radiologue, il va vous faire une biopsie, et on ira plus loin. Ça se passe assez souvent comme ça. Hein. Donc vous vous pointez au CHU de votre coin, vous arrivez à l'accueil, vous dites j'ai rendez-vous avec mon radiologue pour ma biopsie, on vous dit docteur Intel je ne connais pas, présentez-vous en radiologie. Vous allez en radiologie où souvent il n'y a pas d'accueil ou en tout cas c'est assez compliqué d'orienter les patients dans plusieurs centres. Et on vous dit patientez en salle d'attente, on vous donne une étiquette avec un numéro, là vous ne devenez qu'un numéro, et le manipulateur il vous installe sur la table du scanner pour que vous ayez votre biopsie ou en échographie où vous allez avoir votre biopsie. Et là, à moitié dénudé, vous attendez que le radiologue interventionnel vienne faire le geste. Donc un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes après, parce qu'on est tous très occupés à faire plein de choses en même temps, on finit par arriver en salle pour faire l'intervention. Vous croisez le patient en 2 minutes, écoutez, ça risque de piquer un petit peu, ça va faire un petit peu mal, mais bon, tout va bien se passer. Il est avec le masque en bleu, donc pareil, vous êtes allongé sur la table avec quelqu'un qui vous parle derrière votre tête. Et la première relation que vous avez avec votre radiologue interventionnel, c'est une aiguille qui va vous planter dans le dos pour faire la biopsie. Donc, ce n'est pas forcément les meilleures conditions pour débuter une relation médecin-malade qui va bien se passer. La biopsie, en sortant, il vous dit, patientez un petit peu, vous allez en hôpital de jour. Si vous avez de la chance, vous êtes prévu dans le listing des patients et vous ne vous faites pas engueuler par l'infirmière. Et au final, on vous dit, les résultats vont arriver rapidement, ça peut être 3 jours comme ça peut être 3 semaines, ou vous avez un coup de fil 3 semaines plus tard où on vous dit vous avez un rendez-vous avec votre même radiologue interventionnel parce que finalement on a décidé qu'il faut qu'il vous voie. Donc cette fois vous connaissez le chemin, vous arrivez au même CHU, vous allez au même endroit que vous étiez la fois d'avant, où vous croisez le même radiologue interventionnel, cette fois si vous avez un peu de chance sans masque et sans calot, qui prend 2 minutes en s'asseyant à côté de vous en disant écoutez on a discuté votre cas en RCP, donc la biopsie qu'on a fait ça montrait que c'était un cancer du rein, et on a décidé de vous faire une ablation percutanée en radiologie interventionnelle. Vous inquiétez pas, c'est à peu près comme la biopsie, ça va bien se passer. Il faudra que vous veniez la veille à l'hôpital et ça va bien se passer. Ah, au fait, j'ai oublié, il faut que vous voyiez l'anesthésiste parce que c'est quand même mieux sous anesthésie. Ok, vous dites, je vais aller voir l'anesthésiste. Il dit, non, ils sont débordés, vous allez le voir dans 15 jours parce que les rendez-vous, c'est un peu compliqué. Donc vous venez 15 jours plus tard pour voir l'anesthésiste, pour prévoir votre intervention. C'est un peu le timeline de prise en charge d'un patient que vous allez traiter en thermoablation. Là, vous voyez l'anesthésiste qui vous dit non, on ne peut pas vous opérer après-demain parce que vous êtes sous anticoagulant, il faut faire un relais, tout ça. Donc, on va décaler encore l'intervention. Finalement, arrive le jour de votre intervention, vous êtes hospitalisé la veille. Idéalement, vous avez une place à l'hôpital, vous êtes hébergé dans un service de chirurgie ORL ou de dermatologie, peu importe. Et vous avez pareil, même schéma, vous arrivez au bloc opératoire, vous êtes sous anesthésie. Si vous avez de la chance, vous croisez le radiologue qui vous fait coucou, tout va bien se passer, ou pas. Vous avez votre intervention. Le lendemain, vous retournez dans votre lit. Vous n'avez pas trop de cicatrices, ça c'est l'avantage de la radiologie interventionnelle. Vous ne savez pas s'il a fait ou pas le geste, vous ne savez pas comment ça s'est passé. Et on vous dit à 13h, il faut rentrer monsieur, il va vous revoir, on vous revoit dans un mois pour un scanner. C'est un peu caricatural, mais ça peut se passer comme ça, et il y a des endroits où malheureusement ça se passe encore comme ça. Finalement, l'intervention s'est très bien passée, c'était une radiofréquence. Vous voyez le scanner, le patient est suivi par son urologue, qu'il avait adressé au radiologue interventionnel pour l'intervention, qu'il ne connaît même pas, il ne connaît même pas comment il s'appelle, qui montre des scanners qui sont satisfaisants, avec une très bonne réponse, et tout s'est bien passé. Donc au final, le patient il a été plutôt bien pris en charge, mais le vécu, la relation et l'échange qui était avec le patient n'est pas top. Donc, basé sur ça, nous, on s'est posé des questions il y a plusieurs années. C'était dans le service, il y a cette culture, pour essayer de standardiser un petit peu, d'avoir des standards of practice, une norme, quelque chose qui donne un cadre et que ça se passe le mieux possible pour tous les patients. Et la diapo est un peu lourde, mais presque tout y est. Donc, première chose, triviale, on doit avoir des délais qui sont rapides. Vous ne pouvez pas laisser attendre un patient 3 semaines quand il sait
qu'il a une tumeur dans le rein, surtout si le traitement est déjà décidé. La deuxième chose, vous devez avoir les moyens humains, les moyens techniques, les moyens technologiques pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et nous, on leur propose toujours d'être inclus dans des études et des registres, mais ça, c'est à part, c'est une particularité du centre. Et donc, à toutes les étapes, en préopératoire, pendant l'intervention et pendant le suivi, il y a des règles qu'il faut essayer de suivre. Typiquement, nous, quand on convoque un patient lors d'une consultation, on l'appelle systématiquement, la secrétaire envoie un courrier, envoie une lettre lui expliquant que le dossier a été discuté en RCP et qu'il va être vu en consultation. On fait récupérer toute la biologie, tous les bilans, toute l'imagerie pour pouvoir voir le patient. Il faut prévoir des temps de consultation qui sont suffisants. En 5 minutes, ce n'est pas possible. En un quart d'heure, ce n'est pas possible. Il faut 20 minutes, une demi-heure. Il faut un accueil dédié, un espace dédié, un secrétariat dédié et des choses qui sont évidentes. Il faut les voir dans une salle de consultation où vous avez les moyens de pouvoir faire ce que vous voulez. Il faut un PACS, il faut un échographe, il faut tous les logiciels de post-traitement pour que vous puissiez bien analyser les images, montrer aux patients. L'information délivrée, c'est assez standardisé, et je vais vous montrer l'exemple du schéma dans une minute. Idéalement, si vous devez voir qui voit l'anesthésiste, c'est mieux de le voir le même jour. Comme ça, il a sa prise en charge qui est déjà... Enfin, c'est facile, vous avez prévu la consultation, vous avez prévu l'intervention. C'est pas très compliqué de lui prendre un rendez-vous de consultation d'anesthésie le même jour. Et si vous avez de la chance, vous pouvez mettre des consultations jointes avec une infirmière d'annonce ou votre manipulateur. Ça les implique dans la prise en charge. Et ils ne posent pas exactement les mêmes questions à votre manip ou à l'infirmière qu'ils vont poser à vous. Donc ça permet de discuter différemment. Pendant l'hospitalisation, nous, ça nous paraît évident, mais il faut avoir des lits dédiés de radiologie interventionnelle, qui soient dans un même service ou pas, peu importe. Ça peut être de l'hôpital de jour, nous, ça s'appelle un turnover rapide, peu importe. Il faut les voir la veille. Nous, il y a les anesthésistes qui y vont, qui font la visite pré-anesthésique. Pendant l'intervention, je vous épargne toutes les règles et les réglementations. Et bien sûr, dans les suites de l'intervention, il fallait les revoir, leur dire comment ça s'est passé, leur expliquer comment ça va se passer, les suites qu'ils vont avoir, leur donner le compte-rendu de l'intervention, les ordonnances, les soins et les contacts utiles. Et pareil, ce qui est très important, c'est qu'il faut suivre nos patients, nous-mêmes, en consultation, avec de l'imagerie, avec de la biologie. Nous, on les voit dans les 6 semaines pour être sûr qu'il n'y ait pas de complications. Et après, on a un suivi alterné avec le médecin différent, avec le médecin référent. Et je ne suis pas complètement d'accord avec le premier topo. Le radiologue interventionnel peut être le médecin référent d'un patient. Si vous assurez son suivi oncologique et les échanges avec les autres professionnels, vous pouvez être le médecin référent d'un patient. Donc, pour la dernière minute, je vous donne 2 exemples qu'on a chez nous. Nous, on leur met à disposition des films qui leur montrent l'environnement du bloc opératoire en radiologie interventionnelle. Ça permet de se familiariser avec, pas tellement pour l'intervention, mais juste pour l'environnement. Ça, c'est un exemple de schéma. C'est un peu difficile, c'est pas très bien dessiné, je suis moins bon que Schwartz, mais ça donne quand même les messages importants et ça permet aux patients de repartir avec et de savoir un petit peu comment c'est passé. C'est un dessin qu'on fait avec le patient pendant la consultation. Ça lui permet d'avoir les différentes étapes. Et notre modèle, notre gold standard, c'est la pédiatrie. Les mecs, c'est les meilleurs. Ils savent comment gérer cette relation. Ils n'appellent pas les patients par leur numéro, ils les appellent par leur prénom. Ils savent ce qu'ils font dans la vie. Ils savent que la note que l'enfant a eu en bac. Et par exemple, ils suivent leurs patients jusqu'à 35 ans. Vous avez des patients qui ont des cancers qui sont suivis par des pédiatres jusqu'à qui soient adultes. Donc il faut essayer de tendre vers ça. Donc il y a des questions en suspens. Est-ce qu'il faut faire des consultations pluridisciplinaires? Est-ce que les patients doivent être présents à RCP? Nous, il y a quelques RCP où c'est le cas. Est-ce qu'il faut donner une information exhaustive aux patients? L'embolie gazeuse lors d'une biopsie pulmonaire, je ne sais pas s'il faut dire. En tout cas, il faut qu'il ait accès à cette information. Est-ce qu'on fait signer un consentement? Nous, pour l'instant, on ne le fait pas, mais on va tendre vers ça. On pense qu'en partageant l'information et en expliquant tout bien, si le patient vient, c'est qu'il est plutôt d'accord. Les places d'imagerie, la structuration, et est-ce qu'il faut déléguer la consultation pour certains actes? Quand vous faites 2000 biopsies par an, ce n'est pas très facile de voir 2000 patients avant une intervention. Donc, en conclusion, la relation médecin-malade, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas, il y a des règles. Il faut se donner les moyens de ces exigences, et ça permet d'améliorer la qualité de nos soins. Et donc, c'est une question de survie de notre discipline. Si on ne fait pas ça, on passera pour des techniciens et nos techniques continueront à être prises par d'autres. Je vous remercie.
Merci Lambros pour cette magnifique présentation. Je rejoins à 100% tout ce que tu as dit. Tout ce qui vient de vous être dit, il faut l'appliquer. Et je résumerai ça presque en une phrase pour ce qui concerne l'organisation de nos services. Ce n'est pas un secrétariat de radiologie conventionnel qui peut faire ça à temps partiel, etc. C'est une vraie structure qu'il faut complètement mettre en place. Il y a un tout petit point de détail. Peut-être l'as-tu dit, mais je ne l'ai pas vu passer. Que penses-tu du fait d'associer un proche à la discussion? J'ai l'impression qu'un patient à qui on vient d'annoncer qu'il a un cancer et qu'on va le traiter parfois est un peu déstabilisé, n'entend pas tous les messages. Et avoir un parent à côté, ça permet à ces deux personnes d'en rediscuter. Et puis une deuxième question, moi j'aime bien montrer des images. On a le PACS effectivement à la consultation. C'est un exercice qu'il faut maîtriser, puisque la lecture des radios et des scanners des IRM n'est pas évidente pour beaucoup de malades, mais de temps en temps, ça permet de prendre conscience, de voir la tumeur, de leur permettre de voir contre quoi il faut qu'ils se battent, et je crois qu'on se bat toujours mieux contre un ennemi qu'on a vu et identifié. Je partage les deux points. Donc, pour la première question, est-ce qu'on associe? On associe toujours quelqu'un. Nous, c'est un centre cancérologique, donc quand ils rentrent, l'accueil de l'hôpital, ils sont obligés de déclarer un proche. Ils sont obligés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à l'espace de consultation si vous n'avez pas déclaré un proche, parce qu'on pense que vous n'arrivez pas à gérer tout seul. On encourage vraiment qu'ils soient à la consultation. Souvent, on explique, on réexplique, et ça permet de... Souvent, le proche, il pose des questions que le patient n'ose pas poser. Donc, c'est hyper important. Effectivement, la remarque sur le secrétariat de radiologie interventionnelle, effectivement, il gère de l'imagerie, il gère de l'oncologie, de la clinique, et il gère de la chirurgie, enfin de l'intervention, du bloc. Donc il faut que vous ayez un secrétariat qui puisse faire toutes ces interventions. Et dernier point, je fais exactement pareil, je montre les images, on essaye de montrer aux patients qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on traite, parce qu'effectivement, quand vous leur dites c'est un petit quelque chose de rien du tout, ça va bien se passer. Souvent, on minimise un petit peu ce qu'on fait. Quand vous allez traiter une tumeur qui est sur la 8e vertèbre et que vous allez faire une cryoablation, effectivement, l'incision à la peau, c'est 3 mm et ça ne se voit pas. Dedans, vous faites une ablation qui commence à faire 3-4 cm. Vous commencez à faire des choses qui peuvent être risquées, compliquées. S'il ne comprend pas le pourquoi, ça peut poser problème dans les suites. Ouais. Donc, c'est hyper important de leur montrer les images. Parfait. Quelqu'un veut intervenir avant que je passe la parole? Benoît? Merci pour cet exposé. Juste deux questions qui ne sont pas finalement exactement sur la relation médecin-malade, mais sur le parcours que vous avez décrit. Et notamment deux choses. La première concernant les hospitalisations. Je suis un peu surpris, puisque ça a l'air d'être un cas réel, qu'on fasse une hospitalisation la veille, une hospitalisation le soir même, c'est-à-dire de nuit, pour quelque chose qui se fait en ambulatoire à peu près dans 90% des pays du monde, où les malades arrivent le matin et repartent le soir même, sauf s'il y a une complication. Donc ça montre bien qu'il y a un effort à faire, au moment même où les chirurgiens dans leur monde sont en train de passer faire des colectomies ou des hépatectomies en ambulatoire. Donc il y a probablement un progrès aussi dans la... C'est-à-dire c'est peut-être pas en ce moment qu'il faut des lits d'hospitalisation, mais il faut de l'hospitalisation de jour bien gérée. Dans certains cas, il en faut, mais pas si souvent que ça. Et la deuxième chose, pour aller jusqu'au bout de la réflexion, ce malade, vous l'envoyez à un urologue au départ, ou le radiologue l'envoie à un urologue parce qu'on pense qu'il est chirurgical, il revient dans un circuit de radiologie interventionnelle, quelle raison d'aller revoir un urologue? Si c'est à vous, interventionnel, de le suivre pour sa maladie et de détecter éventuellement les autres cancers associés, notamment contralatéraux ou homolatéraux, et de gérer avec ça avec le médecin généraliste et pas avec un spécialiste. Encore une fois, pareil, je suis complètement d'accord sur les deux points. L'hospitalisation de jour, nous, on appelle ça le TOR, le turnover rapide. Mais l'idée, c'est de raccourcir les séjours. Après, il y a, c'est politiquement peut-être incorrect, mais il y a les problèmes de tarification, de remboursement, qui font que certains d'entre nous sommes incités à les garder un peu plus longtemps. Donc, mais ce n'est pas une raison valable, hein, et on tendra à ne pas le faire, et grâce aux efforts de tout le monde, ça finira par être mieux, bien ou mieux remboursé en tout cas, et on le fera de moins en moins, et on fera des patients sous sédation, ou sous anesthésie locale, ou même sous anesthésie générale, mais qui sortiront 4 heures ou 6 heures après l'intervention, et il n'y a pas de raison qu'ils restent à l'hôpital. Je suis d'accord avec vous, hein, ça ne sert à rien de passer une nuit avec une perfusion à moitié à poil, à attendre
d'avoir une cryothérapie le lendemain à 16 heures pour et rester une nuit de plus. Ça ne sert à rien, je suis d'accord. Quand ça se passe bien. La deuxième chose, c'était sur... Je ne sais plus. Retourner le patient à son... Ah oui, prologue. non. Chez nous, ils ne retournent jamais voir l'urologue derrière. Hein. D'ailleurs, ils passent même pas par la case urologue au départ. Hein. On le biopsie, le dossier est discuté en RCP avec tous les correspondants, on le voit en consultation, on lui explique, on le suit. Potentiellement, si c'est quelque chose d'agressif, on le montre à un oncologue une fois dans sa vie. Comme ça, si jamais il récidive ou il y a autre chose à faire, ou il y a des tests génétiques ou quoi sais-je à faire, il a croisé l'oncologue justement pour l'avoir vu une fois avant de lui prescrire son immunothérapie ou sa chimiothérapie. Mais il n'y a pas de raison, et ça se fait beaucoup, mais à tort, d'adresser les patients à des médecins qui, soi-disant... Le titre en français est assez particulier, hein, c'est le radiologue interventionnel et son patient. Moi, j'ai le caractère appropriatif où on s'approprie le patient, c'est un peu compliqué, hein, mais un avis très personnel. Bien, on va avancer, merci beaucoup. Pour